chaque fois que tu parles de la JOCR, t'as un sourire et un regard différent. Taribo West. Je savais, Taribo West. T'as vu des grosses disputes, t'as participé à des grosses disputes. On pourrait écrire des livres. Est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta carrière? Coach, je vous dis ça, vous allez faire un arrêt cardiaque. Mais comme ça, en rigolant, il rigole, ouais. Je pensais que t'allais parler du but de Dortmund. C'est bon, Lilian, je la connais l'histoire, il disait comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Campo. Très heureux de partager encore un moment autour du football, de ses histoires, de ses anecdotes, mais aussi et surtout de sa passion. Très heureux de partager aujourd'hui un moment avec monsieur Lilian Lasland, ancien joueur professionnel, étant passé par Auxerre tout à mes débuts, les Girondins de Bordeaux en club de cœur. Après, je suis passé par Bastia, Nice, et revenu à Bordeaux et reparti à Nice. Voilà. Plus international français, on évoquera le palmarès aussi. On a le temps pour passer ensemble un moment. Quel est ton premier souvenir de foot, Lilian ? Dans la cour de ma grand-mère. C'est mon premier. Ça, c'est. Je m'inventais des matchs, je m'inventais déjà professionnels ou quoi que ce soit. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire mon rêve. Tu jouais quel poste ? Toujours avant-centre. L'important, c'était ceux qui marquaient les buts, qui levaient les bras quand il avait marqué. Ça, c'était toujours faire trembler le filet. Ça a toujours été ma passion, même si je me définissais pas comme un buteur, comme par exemple Paoletta ou quoi. Mais j'ai quand même fait ma carrière sur ça et c'est tant mieux pour moi aussi. Tu fais partie de ces attaquants de la première division. On regardait pas beaucoup les matchs des autres championnats, à part le dimanche soir dans l'équipe du dimanche sur Canal. Mais t'étais, tu sais, cet attaquant qu'on attendait le dimanche matin dans Téléfoot pour voir les buts, et toujours avec des buts spectaculaires, des têtes, dans des équipes emblématiques. T'as parlé de la JOCR, t'as parlé des Girondins de Bordeaux. Quel souvenir tu gardes, toi, de cette époque-là, dans ce que pouvait représenter le foot et ton métier de joueur de foot ? Oui, mais déjà, partir à Auxerre, d'abord j'étais à Saint-Seurin-sur-Lisle, à côté de Bordeaux, où j'ai été recruté en deuxième division, alors que je jouais en DH, à Mérignac. Et après ma saison, le club est descendu, et les anciens, comme Jean-Marc Furlan, Le Blaillot, Furic, tous les garçons qui jouaient avec moi, m'avaient dit, Lilian, il faut que tu te sors de là, parce que sans doute que le club risque d'avoir un problème financier. Et j'avais eu la chance, grâce à eux, de pouvoir marquer mes 13 buts, coupes confondues ou quoi. Et Giroud était venu me chercher à ce moment-là. Et j'ai appris, on va dire, le football professionnel à la GIA. T'arrives à quel âge ? J'avais entre 17 et 18 ans. Et je me rappelle même tout au début, quand je suis arrivé, à part en forêt, quand on allait faire le physique ou devant le but. Sinon, quand on faisait des jeux, des exercices, j'avais l'impression d'être perdu, d'être pas à la hauteur ou quoi que ce soit. Je disais à mes parents qui étaient restés avec moi. Et je leur ai dit, mais on va déchirer le contrat, je peux pas rester là, ils sont vraiment trop forts ou quoi que ce soit. Et j'ai compris pourquoi, parce que pendant plus de 6-7 ans où je suis resté là-bas, on a fait des entraînements toujours les mêmes. Donc à un moment donné, tu fais ça les yeux fermés. Mais c'était sa façon de faire à Giroud, et moi, c'est grâce à lui que j'en suis là aussi, et je l'en remercie. Où est-ce que tu t'es, pas le plus éclaté, mais où as-tu vécu les plus grandes émotions ? On va parler des Girondins de Bordeaux, évidemment. Je pense plus à ça parce que gagner avec son club de cœur, celui qu'on a supporté quand on était petit, j'imagine que c'est différent. À la JOCR, tu fais le doublé historique au milieu des années 90. Il y a la Coupe d'Europe, quelle épopée en Coupe d'Europe avec la GIA. Mais où est-ce que tu as senti la plus grande émotion ? C'est mes premières. Dans les premières, c'est à Auxerre que je les ai, que je les ressentis. Les premiers matchs les premiers matchs en première division. Les premiers matchs en première division, et on avait la chance on avait fait une grosse épopée européenne, et moi j'étais remplaçant de Gérald Baticle, qui avait fini meilleur buteur, je crois, de cette épopée-là. Et on joue la demi-finale chez nous contre Dortmund, et on perd au penalty. Mais il me fait rentrer le dernier quart d'heure. Il me dit, Lilian, tu vas jouer le dernier quart d'heure. Pas d'occasion de me mettre sous la dent, mais à la fin, série de pénalty. Et le coach, il nous fait revenir. Il dit 4 tireurs. Moi, je regarde, il dit, coach, 5. Il dit, non, 4, toi, tu tires. Il me dit, j'avais 18 ans, j'avais touché 2 ou 3 fois le ballon dans le match, demi-finale, pour aller en finale. Et là, c'est là où tu prends conscience, où j'ai pris conscience qu'à un moment donné, il y a là
on n'était plus dans la cour de mamie ou autre part. C'était autre chose encore qui allait me faire passer un palier au niveau stress, au niveau confiance. Et je suis parti tirer mon penalty. Je l'ai pas tiré comme d'habitude. J'ai frappé fort au milieu, ça tapait dessous la barre, c'est rentré. Tu tires premier ? Comment ? Non, je tire troisième. Je tire troisième, j'ai pas choisi, j'étais le petit jeune, c'est pas moi qui ai choisi. C'est Stéphane Mahé qui rate. Oui, qui rate à la fin. Mais c'est là où je raconte souvent ça à des jeunes joueurs. Je leur dis, vous voyez, sur le moment, ce que j'ai regretté, c'est quand j'ai marqué mon penalty, d'avoir été égoïste, c'est-à-dire, t'as fait ton travail. Dans ma tête, ça a été, t'as fait ton travail, parce que j'avais 18 ans. Je me dis, imaginons que je loupe, je fais perdre ça à toute une ville ou quoi que ce soit, je viens juste d'arriver. Et quand Stéphane, et j'ai vu sa tristesse ou quoi que ce soit, alors que c'était un ami à moi, après on a vécu toujours ensemble, et je me suis dit, là, ce moment-là où tu as été égoïste, c'est la seule chose que j'ai regretté dans ma carrière. Et T'as pensé à toi en disant, moi j'ai marqué, je suis tranquille. Après, est-ce que c'est pas un peu... Mais c'est la jeunesse peut-être qui m'a fait. Est-ce que c'est pas un peu normal ? Non, c'est sûr. Mais quand j'ai vu ça de suite, hop, ça m'a remis à l'endroit et je me suis dit, t'as plus le droit de penser ça parce qu'un jour ça peut t'arriver à toi. On est dans cette période où la JOCR, mais c'est c'est un petit peu le petit poussé de la Coupe d'Europe. Mais c'est le petit poussé de la France déjà. De la France aussi, à la base. Par rapport à ce qu'a fait Giroud de ce club, c'est à un moment donné, quand Auxerre jouait, tout le monde était pour Auxerre, que ce soit les Parisiens, les Marseillais, tout le monde, toute la France était pour ça. Et voilà, et je pense qu'il était en avance sur son temps aussi sur certaines choses. Et voilà, mais je pense que tous les garçons avec les garçons d'expérience qu'il a pu relancer, comme Laurent Blanc, Enzo Schifo ou quoi que ce soit. Je pense que beaucoup de personnes lui doivent pas mal de choses. Auxerre, je reste dessus. Il y a le doublé. Oui. Ensuite, il y a encore un match contre le Borussia Dortmund. On va en parler parce que j'aimerais remettre la VAR à cette année-là. Et évidemment, ce but refusé, pas ce but, donc cette action refusée. Tu as parlé d'Enzo Schifo, de Laurent Blanc, Taribo West, Bernard Diomède, Franck Verlat, le défenseur central belge qui était là-bas, Gérald Batic que tu as pu voir, Stéphane Guivarch que tu as côtoyé aussi, Christophe Coquard, Corentin Martins, Pascal, Moussa Saïb, le fameux Sabri Lamouchi. C'est incroyable quand même. Tous les gens qui sont passés. Charbonnier, Fabien Coul, tous ces joueurs-là qui sont passés à la Jean-Marc Ferreri aussi à la JOCR. 4-3-3. J'ai oublié Cantona. Eric Cantona. Non mais c'est quand même dingue. Et d'autres. Il faudrait énumérer tout le monde, je pense, par rapport à l'histoire. C'est quand même incroyable de se dire, et avec tout le respect qu'on a pour la JOCR, qui est un village, une toute petite ville, d'avoir eu ces joueurs-là à ce niveau-là pendant autant d'années, avec le 4-3-3 de Giroud, les ailiers. Christophe Coquard, Bernard Diomède, pour ne citer que, Pascal Vailleret que tu as évoqué. Mais toi, quand tu étais avant-centre... je me régalais. Dans ce jeu-là, je me régalais. Il fallait être bon de la tête, il fallait avoir des affinités avec ces garçons-là qui te cherchaient tout le temps, puisqu'ils savaient que tu étais quand même à droit devant le but. Et donc, quand ils débordaient ou quoi, s'ils pouvaient te donner le ballon, que toi, tu étais sûr de marquer, ils te le donnaient. Ils ne cherchaient pas... Voilà, il y a 4-0, ils essayaient de marquer leur but, mais sinon... J'ai connu ça après avec Jean-Pierre Papin qui m'a raconté ça à Marseille. Il m'a dit c'était la même chose, avec des stars avec qui il avait à côté. Mais à Auxerre, c'était ça. C'est en tant qu'avançant dans ce système-là. Et on discutait d'autres choses tout à l'heure, mais Giroud, comme tu as dit, 4-3-3, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Voilà. Les autres s'adaptaient à toi, ou toi tu t'adaptais, mais il n'y avait pas de changement ou quoi que ce soit. C'était une partition qu'on récitait. Tout le temps. Des fois, on s'entraînait, il y avait un blessé, il y avait la DH à côté. Il y a vraiment le petit ailier gauche. Alors, le petit ailier gauche, il y avait Stéphane Mahé en face de lui, ou Franck Bariboni. Ah, mais c'est un professionnel. Sauf que dans le jeu, il savait ce qu'il fallait faire. Pourquoi ? Parce que dans toutes les catégories, c'était comme ça. Ce système-là était appliqué dans toutes les catégories. Et je trouve que des fois, il faudrait peut-être se pencher sur certaines choses comme ça pour pouvoir revenir pour des équipes qui ont des situations difficiles ou des clubs qui ont peut-être pas que des stars ou quoi que ce soit. Mais je pense que, à un moment donné, quand on connaît ce qu'on doit faire par cœur, ça nous aide dans un match. T'étais très jeune.
Tu arrives à 18 ans, il y a ce match contre Dortmund avec la séance de tir au but. Il y a le titre de champion de France. Tu as 21 ans au moment du doublé. Aujourd'hui, quand tu vois un joueur à 21 ans, voire plus jeune, être sollicité par des très grands clubs pour beaucoup d'argent, quel est ton regard ? Mais je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à avant, déjà, il y avait des règles qui étaient que quand on était stagiaire pro, comme on appelait, il fallait être 15 fois inscrit sur la feuille de match et rentrer pour pouvoir signer ton contrat professionnel. Sans ça, déjà, tu ne passais pas professionnel. Donc, si tu faisais déjà tes 15 matchs, tu avais déjà un peu d'expérience. Donc, c'était normal que tu arrives à signer quelque chose. Aujourd'hui, un jeune, des fois, sont bloqués par les clubs parce que bloqués ou achetés par un club en disant lui, il est pas mal, mais on va le prendre nous, mais on le prend sans expérience encore. Et sans être sûr. Alors, des fois, oui, des fois, non. Mais par contre, aujourd'hui, je pense que ce qui fait un petit peu mal aussi au football, c'est la partie agent. Et alors, bien sûr, il y a les grands agents avec les grands professionnels, donc ça, c'est plus facile pour eux. Mais les agents qui s'occupent justement de ces jeunes-là, aujourd'hui, ils font signer un contrat à ce jeune, mais ils l'envoient où ? Est-ce qu'ils ont étudié le club, où ils venaient, ou quoi que ce soit ? Je vois par rapport à ici, il y a un contexte. Bastia, c'est un contexte. À un moment donné, quand on vient jouer ici, quand vous n'êtes pas sûr de venir jouer à Bastia, quand la tribune sud, elle vous tombe dessus ou quoi que ce soit, parce que tu es en train de faire quelque chose de pas bien sur le match, il faut récupérer ça. Ça, il faut avoir le mental, il faut avoir l'expérience de pouvoir se sortir de ces sifflets, de chez cela. Un jeune, aujourd'hui, ne peut pas faire ça. Et aujourd'hui, un jeune qui va marquer 4 buts, on lui dit que c'est un buteur. Alors qu'un buteur, c'est quelqu'un qui va mettre 15 buts, mais pendant toute sa carrière. 10 buts à 15 buts pendant toute sa carrière. Aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression qu'on ment à ces garçons-là un petit peu. Et pour moi, je trouve que, je leur dis, moi, souvent, avant de vouloir partir ailleurs, d'abord, formez-vous. Vous avez 20 ans, formez-vous jusqu'à vos 23, 24 ans. Et après, vous allez avoir l'opportunité d'aller en Ligue 1, d'aller jouer des Coupes d'Europe, quoi que ce soit aujourd'hui. On leur propose de jouer la Coupe d'Europe de suite. Va jouer la Coupe d'Europe. Mais tu vas jouer où, la Coupe d'Europe ? En Bulgarie. Tu vas faire quoi ? Un tour ? Un match de Coupe d'Europe ? 2 matchs ? Terminé, après tu vas faire quoi comme championnat ? Donc à un moment donné, il faut que tu saches au départ où tu veux aller. Et par rapport à ça, je trouve que des fois, ils sont pas bien aidés. Alors, je parle pas de tous les agents ou quoi, mais je vois de temps en temps avec des jeunes, on le met, mais après, on s'en occupe plus du petit. Et ça, c'est attristant un petit peu. Il y a les sommes d'argent aussi qui, à un moment, peuvent faire tourner la tête. C'est dur de refuser certaines sommes, bien sûr. quel que soit l'âge. Certains vont en Arabie Saoudite, me disent mais t'es jeune, ouais mais la somme d'argent qui m'est proposée, je peux pas la refuser. Ça peut mettre une famille à l'abri. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais après, dans ce cas-là, c'est un choix que va faire le joueur. Mais est-ce qu'il va pas avoir des regrets après de se dire j'ai loupé ça. Alors, à un moment donné, on allait en Arabie Saoudite à la fin de sa carrière. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui l'ont fait. Maintenant, c'est plus le cas. Même des jeunes partent là-bas parce qu'ils veulent avoir un championnat étoffé avec des résultats, qu'on parle d'eux ou quoi. Donc, il y a de l'argent. Ils amènent des joueurs là-bas jouer. Mais avant, c'était peut-être une logique de dire « Ok, on a fini. Maintenant, on va faire notre semi-retraite là-bas. Mais aujourd'hui, ils ont pris un pouvoir, ces championnats ont pris un pouvoir sur d'autres qui, à un moment donné, ne peuvent pas rivaliser non plus. Et quand tu vois les stars qui jouent là-bas, les jeunes, ça se dit, je vais jouer avec lui quand même. Mais qu'est-ce que tu vas jouer ? Tu joues à la Champions League ? Est-ce que tu joues à la Champions League ? Pas là-bas. Pas là-bas. Donc, à un moment donné, tu as des moments dans ta vie où tu dois passer par des étapes, et ces étapes-là, pour moi, sont importantes dans la formation d'un jeune. Alors, bien sûr, le talentueux Messi, Zidane, Ronaldo, oui, eux, ils ont passé des étapes très, très vite, à très haut niveau. Mais la personne qui est composé normalement par rapport au football ou quoi que ce soit, je pense qu'il a besoin de passer et de connaître plusieurs étapes dans sa carrière pour pouvoir avancer et réussir. Ça, c'est mon avis personnel. Je peux me tromper aussi, mais je vois ce qui se passe. Résister ? Tu penses que tu aurais réussi à résister ? Si je raconte mon histoire de Sunderland, je pense que les gens... Nous dire. Ah oui, il me restait 4 ans de contrat à 700 000 par mois net.
un an, je me suis pris la tête avec le coach. La deuxième année, j'ai dit je m'en vais. Bon, tout le monde me disait, mais Lilian, t'as 3 ans encore avec cet argent-là. J'ai dit, moi je suis pas heureux ici, donc hop, et je suis venu à Bastia. Quand j'ai signé, le président il m'a dit, Lilian, t'es fou, regarde ce qu'on te propose, regarde ce que tu as. Lui, c'est pas l'argent qui fera mon bonheur. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis aux jeunes, il faut faire attention aussi à ça. Et j'ai été à Sunderland, j'avais marqué plus de 100, j'avais été encore à 90 ou 95 buts. Oui, et puis tu es double champion de France. Voilà, donc j'avais des international français. Voilà. Et c'est pas pour ça que ça s'est bien passé. Voilà. Au tout début, c'est bien passé. Après, il y a eu un confrontement avec le coach qui nous disait 3 attaquants, les presser le gardien de but. Je lui ai dit, mais pourquoi 3 juste, parce que s'il a un bon pied, il élimine 3 joueurs et derrière, on prend la foudre. Ah, petit Français, tu vas pas m'apprendre le football. Ok, à partir de là, ça s'est dégradé et terminé. Mais c'est pas pour ça que après, quand on n'est pas heureux dans la vie, c'est pas, ça aide, bien sûr. Je vais pas dire que ça m'a pas aidé dans ma vie ou quoi que ce soit, mais quand on fait son plaisir pour faire son plaisir, c'est autrement. Du moins, je pense. À chaque fois que tu parles de la JOCR, t'as un sourire et un regard différent. Oui, ça m'a tout appris et des choses. On a vécu dans ce monde professionnel, mais en ayant aussi certaines attitudes d'amateur. Parce que si on est arrivé à avoir ces titres ou quoi que ce soit, c'est qu'on a créé des liens entre nous, une ambiance. Et Guillaume m'a toujours dit, je te fais signer, jeune, mais tu viens du Sud-Ouest. Il me dit, c'est une région de fête, ça. Et chaque fois, après chaque match, il me dit, ah Lilian, t'as fait quoi hier soir? T'as fait quoi? J'ai dit, coach, c'est quelqu'un qui m'aime pas, qui vous a dit que j'étais sorti ou quoi que ce soit. Même si c'était vrai, on était sortis, mais on sortait tous ensemble. C'était pas 1 ou 2 ou 3, c'était tout le monde. Et un jour, je lui ai dit au coach, il est venu nous faire un commentaire de match à Bordeaux, quand je jouais à Bordeaux. Il va falloir bien que tu me racontes ce qui s'est passé pendant l'année du titre, tout ça. Je dis, coach, je vous dis ça, vous allez faire un arrêt cardiaque. Mais comme ça, en rigolant, il rigole, ouais. Le pauvre, 2 mois plus tard, il fait ça. Et un jour, il revient, 6 mois après, il fait un commentaire de match, il fait, viens me voir avant de rentrer sur le terrain. Il dit, maintenant que j'ai fait l'arrêt cardiaque, on va se poser après et tu vas tout me raconter. Et je me suis posé avec lui et je lui ai tout raconté. Il me dit, non, c'est vrai, si, c'est vrai, coach. C'est quoi le truc de fou que vous avez pu faire où vraiment tu t'es dit, mais c'est pas une équipe, c'est pas une famille, c'est pas des frères, on est tous la même personne en fait. Ah oui, mais déjà quand on gagne notre titre du moins de la deuxième Coupe de France en 96, Giroud organise au Trianon Palace un DJ avec toutes nos familles, on mange, tout ça, et il dit au DJ à 1h, terminé. Pourquoi? Parce qu'on avait notre match important la semaine d'après à Guingamp pour notre titre. Et donc, nous, on vient de gagner la Coupe de France. Chaque fois, on se retrouve après les matchs ou quoi que ce soit. Donc, on dit, hey coach, poussez un peu. Donc, il donne 2-3 chansons de plus. Et à un moment donné, il arrive devant le DJ, il dit, si t'arrêtes pas la musique, il prend ses platines, il les soulève et je les jette au sol. Le DJ, il arrête, hop. Et nous, on a attendu que le coach reste couché. Et après, on est tous partis. Hein, mais il a jamais. Après, je lui ai raconté ça. J'ai dit, coach, voilà ce qui s'est passé de ça. Ah, mais si j'avais su ça ou quoi ça, je dis, mais coach, vous voyez, 12 points de retard contre le PSG. Et nous, match en retard en semaine. Ils perdent contre Metz chez eux. Hein, et nous, on gagne. On s'arrête pas de 3 points. Mais bon. Et ils rejouent encore un match de retard. Ils reperdent chez eux. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ils sont arrivés chez nous à 3 points. Et à partir de ce moment-là, on les a gagnés. On passait devant eux au goal average. Et on a pu lâcher jusqu'au bout. Mais c'était. Et nous, on se disait, mais c'est impossible, 12 points. Nous, deuxième, c'était bien aussi. Mais quand l'opportunité s'est arrivée, avec ce qui se passait dans cette équipe, c'était pas possible qu'on le loupe. C'était qui le plus fort? C'était qui le plus fort pour toi? Dans notre équipe. Ressortir à ce moment-là. Ce moment-là, j'aurais dit Corentin Martins. Numéro 10, à l'ancienne, pied droit, pied gauche. Oui. Pas très grand. Non, mais vrai meneur de jeu. Une personne très simple, comme la plupart d'entre nous. Mais voilà, je sais pas, il amenait autre chose quand il touchait le ballon. Et puis bon, je dis, c'est... De toute façon, les résultats de football, c'est un travail d'équipe. Les buts que j'ai marqués, c'est grâce à tous mes partenaires. Sinon,
Voilà, on est là pour finir, il y a des postes, c'est comme ça, les gardiens nous sauvent. Nous, on marque des buts, mais au milieu de terrain, si on récupère pas le ballon, c'est un travail d'équipe. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Il y a un socle, ce socle-là, je vois pas pourquoi on y toucherait. C'est possible de recréer quelque chose. Bien sûr. Recréer quelque chose comme ça. Là, Bien souvent, sûr. on oppose des époques de football, mais ce côté humain, ce côté groupe, ce côté collectif, c'est possible. Et des fois, il est plus fort que... Qu'est-ce qu'a fait Enrique avec Paris? Ouais. Il a sorti toutes les stars. Et qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a mis des personnes ensemble qui étaient capables de jouer ensemble avec ses règles à lui. Et vous voyez, quand on regardait... Alors moi, je suis pour toutes les équipes françaises quand ils jouent en Coupe d'Europe, mais quand on les voyait jouer, quand ils envoyaient un but, ça ne surjouait pas pour la joie ou quoi que ce soit. On voyait la joie, on voyait toutes ces choses-là. Et ça, c'est ça, pour moi, c'est ça le football. C'est ce qui me donne des frissons. Quand j'en parle, c'est encore ça. Pour moi, voilà, il y a des choses qui, pour moi, ont changé dans ce football. C'est comme les data ou quoi que ce soit. Une data, alors c'est bien, on a le joueur qu'on voulait, qui a fait tant de centres, qui a fait ça. Mais humainement, vous le connaissez. Il peut vous mettre le bazar dans le vestiaire, peut-être. Voilà. Et tout ça, c'est... Moi, maintenant, en tant que coach, on va dire coach adjoint ou l'entraîneur d'attaquants, je vois toutes ces choses-là dans un vestiaire, parce que j'étais un garçon de vestiaire. Et je me dis, ça a beaucoup changé. Et des fois, ça peut être gênant dans l'évolution peut-être des joueurs et même d'une équipe. Mais bon. Un joueur de vestiaire, dans des vestiaires forts, donc avec du caractère, on doit être capable de se dire les choses aussi. Savoir se dire les choses et les entendre, c'est vraiment très très important. Pourquoi? Parce que c'est pour faire avancer. Alors on va pas être d'accord peut-être, mais on va s'expliquer pourquoi on va pas être d'accord, mais derrière, la solution elle va être là. Et pourquoi? Parce que quand on rentre sur le terrain, on a quelque chose à défendre, c'est déjà le maillot. Voilà. Déjà, le métier qu'on fait, je pense qu'on peut être heureux de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, on s'est battu pour ça en étant jeune, on n'a peut-être pas eu de vacances, on a fait que du football, dans des stages, des choses. Mais à la fin, on est récompensé. Même si des fois ça a pu chauffer, j'imagine. T'as vu des grosses disputes, t'as participé à des grosses disputes. Bien sûr. T'en as une qui te vient en tête là. Bon, c'était pas une grosse dispute. On se dit les choses quand tu dis on se dit les choses dans le vestiaire. C'était au Girondin. À un moment donné, je jouais avec Sylvain Wiltord en attaque. Le fameux 4-4-2 d'Eli Bope. Et Sylvain décide un jour de partir à Marseille pour un concert. Et il prévient personne. Et un jour, 2 jours, pas de Sylvain. Donc, il n'y a pas d'entraînement. Et on essaie de savoir où il est. Et à un moment donné, on sait. Puis il rentre à l'entraînement. Sauf qu'il y a des Michel Pavon, Mikou, dans le vestiaire. Là. Bon. Moi, Sylvain, comme je l'ai dit, moi je suis un peu comme toi, donc ça aurait pu m'arriver de faire cela, mais... Et puis, il parle avec Eli Bob, qui veut savoir pourquoi il a fait ça, nanani, nanana, alors que ça marchait bien, que pour lui, il marquait beaucoup de buts. Et Eli vient de nous voir dans le vestiaire. Bon, c'est bon, j'ai réglé le problème avec Sylvain. Et là, j'étais en face de Michel Pavon. J'étais comme ça, parce que quand j'ai vu arriver la chose, quand Eli a dit « j'ai réglé », là j'ai fait « aïe » dans ma tête. J'ai regardé Michel et il fait « ah », il dit « c'est toi qui as réglé et lui il va rien dire, il va pas s'excuser ou quoi que ce soit ». Et allez, on s'en va. C'est même pas Eli qui a dit on s'en va sur le terrain, c'est Michel qui a dit allez, on s'en va. Moi j'ai dit à Sylvain, j'ai dit Sylvain, mais j'allais m'excuser. Il faudra le faire plus tard parce que là c'est trop tard. Ah oui. Mais bon, c'est une histoire d'homme là. Mais c'est pas pour ça que après l'entraînement c'était terminé. Ouais. Il fallait que ça sorte, voilà. Mais bon, ça a été peut-être mal présenté. Eli a pas voulu peut-être mettre Sylvain en porte-à-faux, quoi que ce soit. Mais voilà, une chose comme ça, c'était. On pourrait écrire des livres. C'est pour ça que c'est bien et compréhensible. Et je t'assure, tu vois, je reviens sur ces fameuses années. Je parlais des joueurs. Je vais parler que des avant-centres. Il y a tellement de talent à cette époque et de personnages en joueurs, mais pour rester sur les avant-centres, Baticle, un petit peu plus tôt, vraiment dans ta période Guy Varche, toi, Vérel, un peu plus jeune, Sylvain Wiltord, David Trezeguet, Sonny Anderson, dans les avant-centres, tu vois, les avant-centres purs. Il y a quelques temps,
Sonny Anderson était à ta place, il disait il n'y a plus de numéro 9 comme il pouvait en exister avant. Il parlait de l'évolution du football. Toi, tu te vois jouer aujourd'hui ? J'ai vécu ça quand même les dernières années de ma carrière à Nice. Toi, t'es à la bascule. En 2009. Ouais. Avec Antonetti à Nice. Il avait formé une équipe avec 4-5 anciens et tout le reste, il y avait des Cyril Roll, Chouafny, Balmont, les Tizi. Après, bon, c'était Loris. Les discussions. Cyril Roll, Balmont, Olivier Chouafny, toi, les conseils des capitaines, les capitaines, vice-capitaines, les conseils de cadre. Et ça, on jouait déjà avec des jeunes ou quoi que ce soit. Donc, on s'adaptait, mais ils s'adaptaient à nous aussi. Et donc moi, dans cette formule-là, dans le poste que j'avais avec des garçons rapides ou quoi que ce soit, je me vois jouer, bien sûr, à la Giroud, prendre le ballon, pouvoir le dévier ou quoi que ce soit. Pour moi, un garçon comme Olivier Giroud, c'est des garçons comme ça qu'il n'y a plus aujourd'hui. Voilà. Et vous voyez la carrière... C'est celui dans qui tu te retrouves le plus. Oui, la carrière qu'il a fait ou quoi que ce soit. Quand je le voyais jouer en équipe de France, même au Milan, qu'est-ce qu'on cherche de plus ? Un garçon qui se bat, fort de la tête, qui défend, qui comprend les choses tactiques ou quoi que ce soit. Être là devant le but, être finisseur. Voilà, la définition de l'avant-centre, c'est là. C'est un garçon comme ça. Maintenant, dans le championnat de France, il est ouf. Il est en Ligue 1, oui, il est encore là. Il joue encore. Mais toutes ces qualités en une, il n'y a pas un joueur qui l'a. Voilà. Et je vais dire, pour ma part à moi, les joueurs avec qui j'ai joué, ils avaient l'intelligence de jouer avec mes qualités à moi. Et c'est ça, des fois, la différence. Comme je dis, mais va pas donner un ballon comme ça à ce joueur-là. Ça sert à rien. Il a pas la technique pour pouvoir faire ce que tu lui demandes, de garder le ballon ou quoi que ce soit. Le défenseur va lui prendre, on va se faire contrer. Joue avec ses qualités, mets-lui dans les pieds, mets-lui dans la profondeur, il va jouer avec sa vitesse. Tout ça, faisait partie de l'intelligence de jeu. Mais pourquoi ? Parce que tout le monde était câblé sur un certain réseau et on jouait ensemble. Et quand je dis qu'on faisait une partition, c'est que on jouait tout le monde avec ses qualités et on jouait avec les qualités des autres. Et c'est ce qui nous faisait avancer. J'ai connu à Paris des époques où, quand Pedro est arrivé à Paris, à un moment donné, les résultats n'étaient pas là. Il marquait des buts, mais il n'était pas là. Mais quand je discutais avec lui, il me dit, viens, je suis perdu. À part ce que je fais, les buts que je marque, quoi que ce soit. Il n'y a pas cette ambiance, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce que j'ai vécu à Bordeaux, où, à Bordeaux, il est arrivé, il est tombé dans une famille, et dans le jeu, il me dit, on n'était pas perdu. On savait que, on déviait un ballon, on savait qu'il y avait quelqu'un qui était là. Hein, c'était ça. Et ça, pour moi, c'est de l'intelligence aussi de jeu, c'est pas que de l'entraînement. Et alors, moi, je dis que cette époque qu'il y a aujourd'hui, les garçons sont des athlètes, c'est des vrais athlètes, il n'y a rien à dire là-dessus. Physiquement, ils sont meilleurs que nous, quoi que ce soit. Mais pour moi, la seule chose qui, pour moi, leur manque, c'est de jouer avec ça, avec leur cœur et ensemble. C'est-à-dire penser à une chose en commun pour pouvoir vivre des choses. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ne rêvent pas assez. C'est important quand tu dis je veux jouer avec le cœur, c'est pas être naïf ou être candide et ce point-là, mais c'est de se dire j'ai envie de gagner, mais de vivre des choses avec des gens. C'est ça. Tu vois, c'est fort quand même comme. Après, ce qui aide pas aussi la nouvelle génération, c'est ces réseaux-là. D'accord, je vois. Si nous on avait eu les réseaux à notre époque, des gens auraient dit mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ? Parce que après chaque match, on se retrouvait ensemble dans un restaurant, on se cachait pas, on était là, on était autour de tout le monde. Alors bien sûr, on avait la chance d'avoir des bons résultats, donc c'est plus facile quand tu peux aller à droite, à gauche, quand tu as des bons résultats ou quoi que ce soit. Mais c'est arrivé où une année à Bordeaux, on perd en demi-finale contre Calais à Lens. Oui. Et à un moment donné, les gens, quand on garde nos habitudes, en disant on va au restaurant, mais nous on voulait aller au Stade de France, vous nous avez pas fait aller au Stade. Donc à un moment donné, tu as des tensions qui arrivent, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on va se changer pour ça non plus. Voilà. On est des hommes comme les autres, et voilà, on fait un métier qu'on a eu la chance de faire aussi, ou qu'on a provoqué, cette chance aussi. Voilà, et à aujourd'hui, des fois, pour moi, c'est ce qui me manque. Des fois, je vois les jeunes. Je vois pas, j'habite en ville, je vois pas de jeunes boire un café à une terrasse. Ça me choque. Alors que le peuple bastiais, à un moment donné, aime avoir son équipe autour ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, les jeunes aujourd'hui, ils ont un petit peu peur de l'atmosphère, mais
Tu sais, quand tu viens signer, renseigne-toi où tu viens jouer d'abord. Voilà. Moi, quand j'ai signé ici, on m'a dit, tu es à Toulouse? Non. Nantes? Non. Là, j'ai dit, non, il me faut quelque chose en partant d'Angleterre, il me faut quelque chose de plus... On m'a dit, Bastia. Oui, j'ai dit. Oui, de suite. Pour ça. Juste pour cette ce ambiance. Truc-là, ce contexte-là. Ce contexte-là. Je me souviens de cette phrase, le contexte bastiais. C'était très négatif à une époque, et je me souviens que les Bastiais détestaient quand on disait le contexte bastiais, le contexte Ajaccio aussi, le contexte corse, les gens détestaient ça. Mais il y a aussi un côté très positif, le contexte que toi, t'as presque épousé. Quand tu l'amènes, t'as eu envie de ça. Quand tu l'amènes où il faut l'amener. Et c'est quoi le contexte ici? Le contexte bastiais, c'est... Moi, j'ai vécu dans 2 stades différents. Je parle pas de Bordeaux parce qu'il y avait plus de monde, mais 2 stades qui ont fait changer. Alors bien sûr, c'est 2 ennemis en tant que supporter. C'est Bastia et Nice. Le stade du Ré. T'as connu les 2, toi, hein? J'ai connu les 2. Ce stade-là pouvait faire basculer une rencontre. Alors bien sûr, les lois de l'arbitrage ont changé. Quelques lois ont changé ou quoi que ce soit. Il y avait peut-être plus de pression qui pouvait se mettre. Mais ici, si tu savais amener le stade juste avec toi, c'était... Comment on amène le stade? Là, tout simplement. Au bout de 5 minutes, tu vois que tu n'es pas dans tes chaussures. Premier contact, tu restes au sol et tout le monde arrive autour sans provoquer de bagarre. Mais là, tout le stade commence à partir. Et là, c'est pendant tout le match. À notre époque, en Ligue 1, c'était comme ça. Pendant tout le match, c'était... Allez, ça chantait, ça criait. Voilà. Et tout ça, l'adversaire, à un moment donné, cette pression... Moi, l'année où on a joué ici, on n'a pas perdu contre un gros. On a gagné tous les gros. Tous les gros, que ce soit PSG, Marseille, Bordeaux, Nantes, tous les gros, on les a battus. Tous. Pourquoi? Par rapport à ça. On jouait avec ça. On avait une équipe un peu de vieux briscards aussi. Mais c'était une magie. C'était une magie de jouer là. Comme au Ré, c'était pareil. Ça transformait un match. Voilà. Et je remercie, on va dire, toutes ces brigades, tous ces supporters, parce que pour moi, le football sans supporters ou sans atmosphère, quand on me dit les fumigènes, il faut pas. Mais quand vous ratez dans un stade et que, imaginons la dernière fois le tifo marseillais, tu es sur le terrain, tu regardes ce qui se passe, mais le match contre Liverpool. Tu te dis où je suis, en fait, où je suis. Ouais. Que tu sois adversaire, quand tu allais à Lens, quand on te chante les corons, mais t'es adversaire, mais t'as les frissons de la même façon. Hein. T'as l'impression de jouer pour ce club. Quand tu vois, en tant que buteur, quand tu marques un but et que tu fais lever tout le monde, t'as une pensée que on peut pas le décrire. Si on l'a pas vécu, on peut pas le décrire. Il y a des fois, je rentrais sur le terrain pendant 10 minutes. À la fin du match, je me dis, mais Lian, les 10 dernières minutes, elles sont passées comment? T'étais toujours dans l'importance du but que t'avais marqué ou quoi que ce soit. T'étais plus là. Tu jouais, mais t'étais ailleurs. T'entends un peu ce que les gens disent et tout? Ah oui, à deviner, parce que quand on entend la ferveur... Quand on se fait des fois huer ou chambrer ou quoi que ce soit, moi au Girondins, ça s'est pas toujours bien passé ou quoi que ce soit. Hein. Des fois, l'Aslan n'a marqué que 7 buts cette année, Paoletta en a mis 20. Sauf que l'Aslan, il a fait marquer 12. Et Pedro, il disait toujours, mais Liam en a fait marquer 12 toujours. Voilà, parce que quand il disait ça, il disait, c'est pas normal qu'on dise ça sur toi. Je dis, mais moi, Pedro, j'ai bien compris que c'est toi qui allais nous faire gagner les matchs. Maintenant, c'est plus moi. Hein. C'est toi. Donc pourquoi? Parce qu'à l'entraînement, le ballon il tapait le poteau, il revenait plus jamais sur moi le ballon, il revenait sur lui. Mais c'était tout le temps. Il avait ce truc. Mais c'est ça. Mais les buteurs c'est comme ça. Jean-Pierre, tout ça, Sylvain, eux pour moi c'était des vrais buteurs. Pas toi. Moi je me décris pas comme un vrai buteur. Moi j'ai toujours fait à peu près entre 7 et 12 passes décisives chaque année. Pour moi je marquais mes buts. Mais j'avais des fois les miettes qu'il fallait marquer, des autres ou quoi que ce soit. Mais une miette me suffisait pour être heureux. C'était comme ça. Moi, je me suis jamais défini comme un vrai buteur. Moi, les vrais buteurs, c'est Jean-Pierre Papin, Paoletta que j'ai connu. Hein. Après, bien sûr, des Van Basten, des choses comme ça. Des Paoletta, des Jean-Pierre. On gagnait 4-0. Ils n'avaient pas marqué un but. Tu leur sortais pas un sourire. Hein. Avant qu'on aille au restaurant, dans le vestiaire, tu leur sortais pas un sourire. Hein. Oh, on a gagné. Ouais, mais je sais pourquoi tu rigoles pas. Parce que t'as pas marqué. Mais c'était ça. C'est la tronche. Ah oui, mais après, par contre, ça passait. Ils revenaient dans le groupe. Mais sur le moment, non. Si t'avais marqué 4-0 et qu'ils n'avaient pas marqué... Est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta carrière? Le tournant, quelque chose qui s'est fait ou qui ne s'est pas fait? Un but, une action, un titre, un choix? Non, je pense, quand je suis parti des Girondins, il me restait encore 2 ans. Et...
Tu vas à Sunderland? Ouais, je vais à Sunderland, mais sur le moment, il me reste encore 2 ans. Je pense pas qu'on m'ait dit la vérité totalement, que ce soit Eli ou le président. C'était Eli Bopp et Monsieur Trio. Au début des années 2000, oui, après le titre de champion de France. C'est ça, oui. En 2 ans après. Elian, donc j'ai dit, je me sentais plus trop peut-être à ma place. Et je leur ai dit, si je trouve quelque chose, je partirai. Sinon, j'ai encore 2 ans. Mon contrat me dit que si je veux rester, je peux rester. Et donc je m'en vais là-bas. On me dit, non, Lilian, de toute façon, on ne t'a pas remplacé. C'est comme ça. Je m'en vais à Sunderland. Même pas 2 jours après, Christian de Paris qui arrive. Donc, le Brésilien. C'est que c'était déjà dans les tuyaux. Donc, j'ai appelé mon président avec mon franc-parler. Eli Bopp, non, j'ai pu reparler de ça. Je pense pas quand je l'ai croisé. Mais au président, je lui ai dit, parce qu'il est de ma région, il est du Médoc, et j'ai dit, président, se connaissant un petit peu, ce qu'on a passé, ça aurait été bien de me dire, Lilian, on a envie de changer. Voilà, je l'aurais entendu. Voilà, parce qu'à un moment donné, dans le football, quand tu vieillis, à un moment donné, il y a une nouvelle génération qui arrive. Soit tu peux les aider, soit tu fais partie de ce groupe parce que tu as dit « Ok, je peux être remplaçant et je rentre quand vous avez besoin de moi », mais que tu es le choix, ton vrai choix. Voilà, donc, à ce moment-là, quand je suis parti en Angleterre, pour moi, j'ai voulu découvrir quelque chose parce que l'ambiance anglaise, le style footballistique, il pouvait me correspondre avec le jeu de tête ou quoi que ce soit, sauf que en Angleterre, tu vas au duel. En France, tu allais au duel, tu cherchais un peu la faute, tu pouvais la trouver. Là-bas, tu la trouvais pas. Hein, ça siffle pas. Mais voilà, sur le moment, le seul petit bémol et la dernière chose, c'est que quand j'ai joué mon dernier match à Nice, j'ai pas su que c'était le dernier. En décembre, on est premier ex aequo. Okay. Et Fred Antonetti, le président, il dit on va te faire re-signer. J'avais 37 ans, je crois. Je dis oui, moi ça m'intéresse, mais on fera la paperasse à la fin de l'année, pas maintenant. Il dit ok, pas de souci. Et pourquoi ? Parce que ça marchait encore comme ça un peu le football. C'était la parole, on donnait la parole ou quoi que ce soit. Sauf que la présidence a changé et le président a dit non, on fait plus 5 anciens, on fait plus 6 anciens et des jeunes autour, on va faire tous les jeunes et 3 anciens. Et ceux qui restaient, Cyril Roll, Chouafny et Letizy. Il y avait Hugo Loris qui était avec nous aussi dans notre équipe. Mais voilà, les anciens, c'était cela. Sauf que moi, n'ayant pas signé en décembre, j'étais plus sous contrat. Mais il y avait la parole. Oui, mais sauf que c'était un nouveau président. C'était plus l'ancien président. Il était au courant qu'il avait la parole. Fred Antonetti avait dit, voilà, parce qu'on avait... Il m'avait demandé, on construisait des nouveaux vestiaires, tout ça. Il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça, on s'était mis là-dedans. Et bon, j'avais marqué encore, je crois, une douzaine de buts avec la coupe ou quoi. Donc, s'il me l'avait dit, j'aurais pu peut-être rebondir à Ajaccio, à Grenoble ou n'importe où. J'avais des copains qui étaient dans chaque club, j'aurais pu demander. Sauf que quand je l'ai su, au mois de juillet, tout était fermé. Et les mercatos n'ont pas été fermés, mais tout le monde avait fait son recrutement. Donc, j'ai fait mon dernier match sans le savoir, en ayant fait plus de 500 et quelques matchs. Donc ça m'a peiné un petit peu. Ils ont essayé de rattraper le coup en faisant faire des coups d'envoi, des choses comme ça, mais c'est passé maintenant. Hein. Je leur en veux pas ou quoi que ce soit. Ça fait partie de la vie d'un footballeur, mais j'aurais aimé amener ma famille, mes amis, voir mon dernier match ou quoi que ce soit. Ou avoir une sortie à la 85e. Voilà, une sortie peut-être. T'aurais pas fait une cast and Dutch. Ah, c'est vrai. Mais c'était contre nous. C'était contre nous. Mais oui, dernier match. C'était contre nous. Allez, Bordeaux, oui. C'est ça. C'est saison 2000-2001 ou 2001 Oui, après 2002. Le titre. C'est après le titre. Juste après le titre, quand Jérôme, Laurent Batles et Stéphane Diani arrivent à Bordeaux. Exactement. Ouais. Il y a encore Christophe Diac, Christophe Dugarry. Il arrive au mois de décembre, Christophe, je crois. Mais il fait la fin de saison. Enfin, il fait ce match-là parce que c'est le capitaine. Il remet les fleurs. Oui. Il remet les fleurs. C'est vrai. 3 minutes de jeu. Oui, Bonicel. Oui, c'est vrai. Avec la coupe au bol. Oui, c'est vrai. Centre. Alors, Casten Dutch, héros de Metz, Saint-Etienne et tout. Défenseur central. Il fait... Ouais. C'est vrai, il a tout, il a des vies, elle va dans la vue. Et puis c'est son dernier match, je crois, non ? C'est son dernier match. Et il finit. Oui, on en rigole. Il finit sur civière. Oui, c'est ça. Tu vois, heureusement, tu fais pas ton dernier match. Non, pas comme ça. Voilà, mais voilà, c'est les deux choses qui, dans ma carrière, m'ont un peu, on va dire, perturbé. C'est ça. Mais bon, je pense que j'aurais mérité, on va dire,
pour moi, une fin meilleure. Voilà. J'aurais préféré avoir tous mes amis, toute ma famille, me connaissant un peu. Voilà, je pense qu'on se serait bien amusé et voilà, on aurait dit voilà, la carrière a commencé comme ça, elle se termine comme ça. Je pensais que tu allais parler du but de Dortmund. Non, parce que cette ça, bicyclette. Oui, elle fait partie de mon histoire. Hein, mais match de Coupe d'Europe, encore Dortmund, décidément. C'est le Dortmund qui gagne la Champions League après et qui bat la Juventus Turin en finale. Oui, Matthias Sammer, la grande équipe du Borussia Dortmund qui gagne la finale contre la Juve de Zidane. Zidane et de Del Piero. Et de Del Piero. Bicyclette. Oui. Exceptionnel, sur une remise de la tête. Oui. Bicyclette. But refusé. Oui, geste instinctif de l'attaquant. Le ballon passe derrière moi. Il n'y a que ce geste-là à faire pour pouvoir essayer de marquer un but. Et je le fais instinctivement. J'en faisais pas mal aux entraînements. J'en avais déjà fait aussi dans des matchs. Donc, j'avais marqué des buts aussi sur ça. Donc, instinctivement, je fais ce geste et réussi. Parce que il faut le réussir parce que des fois, tu loupes le ballon ou tu l'as mis au-dessus. Hein. Elle est exceptionnelle. Et sur le moment, mais bien sûr, quand je me retourne, je vois le ballon, mais je vais fêter ma joie. Et en me retournant vers Franck Sylvestre qui arrive sur moi et Fred Danjou, je crois, et je vois l'arbitre qui lève la main. Et puis il voit mon regard, donc il s'arrête, il me saute pas dessus et il se retourne, il dit qu'est-ce qu'il y a et après sur le moment je dis mais qu'est-ce que j'ai fait, il y avait hors-jeu, il y avait quoi, j'ai pas compris, l'arbitre il parlait espagnol donc impossible de savoir et après c'était deux jeux dangereux, c'est-à-dire que quand il a vu que le ballon rentrait, le joueur a fait ça sur le visage et l'arbitre a cru que je l'avais touché en fait, alors que non, voilà, c'est là où s'il y avait eu la VAR comme tu as fait tout à l'heure, il aurait été bon. Il va regarder la vidéo, là, il aurait été bon. Et il y a but. Là, ça change peut-être ta carrière, ça change peut-être... Oui, mais nous, déjà, le match retour, là, chez nous, on rejoue un match chez nous pour aller en demi-finale de Champions League. Quand même, au Auxerre. Et oui, donc, voilà, mais c'est comme ça. On m'en parle beaucoup, tout le monde m'en parle, et je leur dis, j'en ai mis d'autres. Hein. Mais non. Et celui-là, tu l'as même pas mis, au final. C'est celui-là qui a marqué les gens, voilà. Qui a marqué les gens, parce que, comme on disait tout à l'heure, Auxerre était regardé, je pense, par tout le monde. Et apprécié par tout le monde. C'était le club que toute la France supportait et toute la France aimait. Pendant combien de nuits t'as pas dormi après ce but? Non, ça fait partie de mon histoire du football, de l'histoire d'Auxerre aussi et voilà. C'est pas un regret. C'est pas un regret. Le 4-4-2 des Girondins de Bordeaux, c'est une autre façon d'être champion de France avec les Girondins de Bordeaux. T'as parlé tout à l'heure de Sylvain Wiltord, Ali Benarbia, Mikou, les deux numéros 10 excentrés. J'imagine. T'avais déjà Cocard, Diomède, Vairua pour Marley pour te faire tous les centres. Là, c'est autre chose avec Benarbia, Mikou. Avec Sylvain, quand on faisait le centre, on se disait combien on va avoir d'actions ce soir. Voilà ce qu'on se disait. Ouais. Parce qu'on était adroit un petit peu, donc on avait toujours 2-3 actions dans le match. 2-3 actions, pourquoi ? Parce qu'il y avait une affinité avec ces garçons-là. Tu savais que quand tu faisais ça, le ballon il allait t'arriver. Ou toi, tu faisais un appel où il attendait ton appel pour te mettre le ballon et c'était des maîtres d'orchestre. Voilà, on peut les appeler que comme ça. Voilà. Et tu fais pas cette finale, mais ce dernier match au Parc des Princes, je t'en parlais tout à l'heure avant le match. Moi, je suis 16e, enlevé de rideau, un match de finale de Coupe de Paris, le Racing contre la CBB. Je joue pas le match, je suis même pas sur la feuille, mais je suis sur le banc. Vous venez avant le match. J'imagine quand vous avez l'oreille, vous savez ce qui se passe entre Marseille et Nantes. Vous êtes pendant le match. Pendant le match, on nous le dit. On nous dit d'entrée que Marseille a marqué à Nantes. Voilà. Ouais, tout de suite. Pires, tout de suite. Il marque très rapidement. Ouais. Mais vous avez votre destin entre vos pieds. Oui, bien sûr. Si vous gagnez. Vous êtes champion de France. Les Girondins de Bordeaux n'avaient plus été champions depuis les années 80. C'était une très très longue période. Vous êtes contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Moi, je suis au match. Tout le stade vous encourage. Oui. Et à partir d'un certain moment, oui, quand ils ont vu que quand on menait, il n'y avait pas de chant à aller Bordeaux ou quoi que ce soit. Quand on a été égalisé par Paris, Adelton, qui n'avait pas marqué de l'année et qui marque un but de la tête. Il n'a pas dû comprendre pourquoi il fallait pas qu'il marque. Je sais pas. Alors après, il y a eu bien sûr des gens, c'était fait exprès, c'est ça.
Non, c'était... et je me rappelle, à ce moment-là, quand on a pris le but, les injures que j'ai pu faire à mes coéquipiers, et tout le monde s'injuriait, c'était... C'est vrai. On va se manger notre saison sur une connerie comme ça. Comment il peut centrer? Comment il peut être tout seul? C'est pas possible. Je vois les têtes de Alicart, Afanou, quand je leur parle, et je dis, allez, c'est pas grave, il reste encore du temps. Mais sur le moment, de la nervosité. Ouais, De la nervosité. pourri, mais de la nervosité, mais c'est la tension du match. on se dit, allez, il reste encore quelque chose à faire. Et on joue, et en plus, sur le moment, c'est moi qui donne la passe à Pascal. Ouais. Je vois Pascal partir et je lui mets ma 12e passe décisive. Je suis meilleur passeur avec Ali Benarbia cette année-là. Et quand je vois Pascal glisser le ballon entre les jambes de Bernard Lama, je dis, ah, il y a un bon Dieu. Je sais pas, il y a un bon Dieu. Pourquoi? Parce que cette année-là, on gagne 4-1 Marseille chez nous, on va chez eux, on fait 2-2. Je me dis, dans les confrontations, on mérite gagner. Alors, un peu de chauvinisme, bien sûr. Mais là, tout le monde, Roland, à sa mémoire, mais il m'a souvent posé la question. Il était arrangé ce match, Non, on a demandé à Ali Benarbia. Il signait là-bas l'année d'après. C'était C'était presque fait. Il dit, allez, on doit être champion. Si tu signes là, on doit être champion. On a eu ces paroles-là. Vous l'avez dit avant le match. On a eu ces paroles-là. À Ali, on lui a dit, arrange ça avec tes prochains coéquipiers. On a eu ces paroles. Mais ça s'est pas fait comme ça. Voilà. Vous leur parlez aux joueurs du PSG, vous dire laisse-nous ou arrête. Non, pendant le match. Je parle pendant le match. Sur le deuxième but. Qu'est-ce que vous faites? Oui, on a eu ces paroles. Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qu'on fait? On joue. Ah, et là, c'est là où quand on menait, on pensait pas à ça. Ouais. On pensait pas à ça. On s'est dit 1-0, 1-1. Rodriguez qui égalise. Derrière, Sylvain remet le deuxième but. Non, c'est Sylvain qui met le deuxième but. Adelton. Et derrière Pascal. Mais voilà, une joie immense. Sur le moment, tu penses même pas à tout ce qui peut se passer. Surtout quand moi, étant de la région, du Médoc, ayant ce club dans mon cœur ou quoi que ce soit, c'est une folie totale. Après le match, une folie totale. L'émotion sur le coup, elle est plus forte qu'à Auxerre, parce qu'il y a le scénario du match. Il y a le scénario du match. C'est ton équipe. Oui. Et ce gars, c'est que j'ai vécu ça aussi. J'ai déjà vécu ça et je me dis, je vais revivre ça avec mon club que j'ai toujours supporté ou quoi que ce soit. À l'Escure, quand j'allais voir les matchs, je me disais, un jour, c'est peut-être toi qui vas être là, ou quoi. Donc, des rêves d'enfants qui se sont réalisés, ou quoi. Je me rappellerai toujours le président quand on est arrivé à l'aéroport. Demain, on va à la mairie. Il dit, comment ça, on va à la mairie, président? Ouvrez le stade ce soir. Mais non, il va y avoir, ouvrez le stade ce soir. Il y a juste nos ultras qui seront pas là. Ils étaient au Parc des Princes. On leur a dit, demain, on se retrouve au château. On leur a dit, par contre, ce soir, on va essayer de faire ouvrir. Il dit, j'ai réussi à faire ouvrir le stade. Vous m'avez dit, vous méritez cela. Mes cousins, tout ça, j'aurais fait acheter des bombes pour nous mettre les cheveux bleu, blanc, rouge. Et je les appelais, il dit, c'est déjà plein. Au bout de, même pas 1 heure, le stade il est déjà plein. Ils nous ont attendu 5 heures. Vous n'étiez pas encore parti de Paris? Non, on n'était pas parti. Ils nous ont attendu 5 heures. Mais une ambiance c'est impressionnant. C'est des choses, comme je dis, c'est ça, le football, à vivre. C'est pas juste dire, j'ai joué là, un match, j'ai joué là. Non, c'est former des choses, former des souvenirs ou quoi que ce soit. Je pense, tu connais Marouane Chamakh, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il t'a dit? À un moment donné, j'ai écouté son interview. Hey. J'ai écouté son interview à Marouane. Mais quand tu l'entends parler, c'est ce qui le fait vibrer. Au départ, c'est ça. C'est les amis, c'est les copains, c'est les résultats tous ensemble ou quoi que ce soit. Après, bien sûr, quand tu t'en vas dans un club comme Arsenal, là. Et pour moi, il n'a pas eu de chance. Parce que le coach avait un chouchou, Van Persie. 7 matchs, 7 buts. Ouais, comment tu peux sortir de là? Non, c'est là, pour moi, il a eu de la malchance sur ce coup-là. Dommage pour lui. Mais je me dis qu'au final, tu gardes que les émotions positives ou les émotions négatives. Et malheureusement, je trouve que c'est peut-être ce qui se perd là dans l'émotion. Pas dans les résultats, non. Pas dans le niveau et pas dans le spectacle. Mais j'ai l'impression que les joueurs ne s'autorisent plus ces émotions-là. Mais il y a déjà une chose qui pour moi gâche un peu la chose, c'est que quand tu marques ton but, tu sais pas si tu l'as marqué. Avec la VAR. Déjà. Donc ta joie, tu vas avoir la joie, mais tu as toujours, il y a but ou il n'y a pas but.
Avant, le ballon, il passait la ligne. Terminé. L'arbitre s'est sifflé, c'était but. Voilà. Autrement, il y avait l'arbitre de touche qui avait levé. Et puis, c'était là, aujourd'hui, tout le monde se replace. On check. Oui, but. Et là, l'ambiance du stade. C'est pour moi, pour le buteur, je trouve que ça, c'est un peu gênant. Voilà. Du moins, c'est comme ça que je le vivrais si j'étais à cette époque ou quoi que ce soit. Même si j'en vois qui fêtent leur but, quoi. Mais il y a toujours ce regard qui me gêne. Tu t'en vas pas librement, je sais pas, sauter dans la tribune, sauter je sais pas où, quoi que ce soit. Tu t'en vas pas librement. Tu sais pas si tu as le droit de le faire. Pourquoi ? Parce que si à un moment donné, je me rappelle de ce match, c'était Chelsea-Tottenham. Je crois qu'il y a 4-3 pour Chelsea. Ils viennent de... Non, 3-3, il faut qu'ils marquent le 4e. 90e minute. Centre, but de Chelsea. Non, pas Chelsea, c'était, Manchester City. Tout le monde court partout. Tout le monde court partout. Guardiola, tout le monde s'en va, se jette sur la pelouse, tout ça. Et ils ont fait l'exploit. Ils avaient 3 buts de retard. Ils ont fait l'exploit, ils ont gagné. Derrière, l'arbitre, pour un hors-jeu de une pointe de pied. Une pointe de pied hors-jeu. Et ça enlève tout ce qui a pu se passer en même pas 30 secondes ou quoi que ce soit. Ça, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas sur cette règle-là. T'as perdu un bout de... Ouais. J'espère qu'ils vont changer. Après, qu'il y ait la VAR, au moins, t'es sûr. Quoi. Mais pas un bout de doigt, pas une main. Ouais, mais regarde, si tu dis un bout de doigt, et tu dis on va jusqu'au bras, mais après le bras, on va jusque... Mais si à un moment donné, les deux corps se croisent, d'accord ? Si les deux corps se croisent... Pourquoi pas ? Mais juste des fois, parce qu'un genou, parce qu'à un moment donné, la VAR, c'est 2 lignes. Oui, complètement. T'as vu des fois des reportages où une fesse, un bout de fesse. Ça, c'est... Imagine un but de Coupe du Monde. Tu marques un but de Coupe du Monde, tu fais gagner ton équipe, on te dit non, il n'y a pas but. Derrière, tu perds la Coupe du Monde. Moi, je me mets des scénarios dans ma tête. C'est... Non, il y a des petites évolutions comme ça qui... Ok, c'est bien, mais je pense qu'il faut trouver le bon truc sans hacher le football. Mais pour moi, le buteur, au jour d'aujourd'hui, il a perdu peut pas faire... Il n'a pas cette... De se dire, à un moment donné... La plénitude. Pense à rien. Vis ce que tu viens de faire. Regarde, t'as tous les gens qui se lèvent. Ça, c'est... J'ai une théorie dessus. Dis-moi. C'est l'enfance. Oui. Je crois que passé un moment, alors, d'autres sont supporters très très longtemps, je trouve que on ne regarde plus le foot avec nos yeux d'enfant. Oui. On va regarder encore des joueurs, des équipes peut-être, tu vois, d'une certaine manière. Pour moi, le football s'est peut-être arrêté en 2006 quand Zidane a arrêté sa carrière de joueur de foot. C'est le plus grand joueur que j'ai regardé, moi, avec mes yeux d'enfant. Moi, je vais regarder Zidane jouer dans un match de gala. Bien sûr. Je vais le regarder avec des yeux d'enfant. Comme tu le voyais avant. Je vais regarder une finale de Coupe du Monde avec des joueurs forts aujourd'hui. Je le regarde pas avec des yeux d'enfant. Et j'aurais plus jamais la même émotion que j'ai pu avoir quand j'ai regardé Zidane, Maradona. Tu vois, je suis totalement d'accord. Mais de toute façon, c'est comme dans des situations de la vie de tous les jours. Hein. Je pense, peut-être. Ouais. Quand tu as connu une tristesse, une grosse tristesse, une perte de quelqu'un ou quoi que ce soit, la première, elle est toujours plus forte que... Voilà, c'est... Et je pense qu'aujourd'hui, oui... Moi, j'ai regardé depuis tout petit, comme je t'ai raconté tout à l'heure, cette histoire avec Marius Trésor, des yeux d'enfant, parce que j'allais au stade. Pour moi, c'était un lieu d'amusement. Et à un moment donné, j'avais une concentration sur le match. En tant que supporter, je chantais, je m'accrochais aux grilles. Voilà. Mais quand j'avais mon panini et que j'étais voir Marius, à un moment donné, j'ai tapé dans ses jambes, j'ai levé la tête, j'ai vu ses lunettes glacées, je me suis vu dedans. Et j'ai eu peur, je suis parti, j'ai dit « Oh, c'est qui ce monsieur ?» Et alors que je savais qui c'était. Sauf que, voilà, et comme je t'ai raconté tout à l'heure, ce Panini est resté infini, juste grâce par rapport à cette signature de l'équipe de Bordeaux. J'avais pas toutes les signatures des autres. Il manquait que la signature de Marius. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai croisé Marius Trésor, je lui ai dit
on va finaliser une chose. Il me dit quoi? Tu verras un jour. Et je suis arrivé avec mon Panini et il me l'a signé. Je lui ai dit, voilà, mon Panini, il est complet maintenant. Et je lui ai raconté l'histoire. Bon, il ne s'en rappelait pas, bien sûr. Mais moi, ça m'avait marqué parce que voilà, ça faisait partie de mon enfance. Comme Bernard Lacombe, c'était mon meilleur joueur, mon idole. Quand j'allais le voir à Lyon, la première fois que je lui ai raconté, il m'a écouté avec des yeux comme ça. Il me dit, ah, merci Lilian, merci. Mais chaque année, j'arrivais, c'est bon Lilian, je la connais l'histoire. Il me disait quand ça. Mais j'avais besoin de lui dire que c'était mon idole. À chaque fois, je le voyais. À quel point ta carrière de joueur est indissociable de ta vie d'homme? Pour moi, dans ma carrière, je me suis jamais interdit, à part bien sûr quand on avait des matchs le samedi ou quoi que ce soit, le respect des garçons qui étaient avec moi dans le vestiaire. Mais ça, ils le savaient. Ils savaient qu'après un match, si j'avais envie de sortir, je sortais. C'était comme ça. Pas la veille. Voilà. Non. De toute façon, tu sors la veille, tu prends une bière la veille, tu peux pas jouer. C'est les personnes qui imaginent ou qui inventent ces choses-là, c'est déjà des menteurs. Voilà. Mais une chose vraie, c'est que j'avais besoin de ça. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai perdu des personnes chères très tôt aussi. Et pour moi, je vivais pour eux dans ma tête. Je me suis attaché toujours à ça. C'est-à-dire de vivre les moments que j'avais envie de vivre, sans jamais m'interdire quoi que ce soit. Alors, ça a pu choquer des gens. Ouais, j'ai vu l'Asland là. Oui. Eh bien, tu m'as vu. Voilà. J'avais un peu vu, peut-être. Et alors, ça m'empêche. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je décompresse ma semaine, moi aussi. Voilà. Et pour ça, je pense que quand on voit des joueurs aujourd'hui, des athlètes aussi, des joueurs de rugby, qui, à un moment donné, font des exploits ou quoi que ce soit, et derrière, s'amusent entre eux et reviennent sur le terrain pour retravailler ou quoi que ce soit, ils ont vécu un moment ensemble, que ce soit avec leur famille, avec leur staff ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est ça, le partage. Et c'est ça, un club. C'est pas juste les joueurs, le coach, quoi, c'est le président, les secrétaires, tout ça. Moi, j'ai été choqué l'année où M6 a pris le club en disant, un jour, ils sont, bon, on va plus, vous montez plus dans les bureaux. Comment? On va plus monter dans les bureaux. Mais vous connaissez pas ces gens, nous, on les connaît par leur prénom. Tous les matins, on monte, on leur fait la bise, bonjour, ça va, ou quoi que ce soit. Des fois, on prend le petit déjeuner avec eux dans l'office de la cuisine, du château qu'il y avait. Dit, vous n'allez pas nous interdire d'aller là, ça, c'est pas possible. Ah, je dis, non. Ah, mais on savait. Ah, on vous le dit. Donc, vous nous verrez toujours dans les couloirs des châteaux. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, si nous, on a des résultats, c'est qu'ils font partie de notre club ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, il n'y a pas à dire, ces personnes-là, ils sont là, nous, on est là ou quoi que ce soit. Non. Eux, ils n'ont peut-être pas le droit de venir dans notre vestiaire parce que c'est... le sanctuaire. Ça n'a jamais été comme ça. Mais l'inverse, on a le droit de côtoyer les personnes qui sont là tous les jours et qui travaillent. Les collègues de travail sont juste dans un autre service. Un bon jour. Et des fois, au moins quand on fait des Noëls pour les enfants ou quoi que ce soit, on connaît tout le monde. On n'arrive pas, on dit qui c'est lui Non, on arrive, on est là, on est chez nous. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça se perd un peu. Quand j'ai vu 2 jeunes ici à Bastia, au bout de 8 mois, alors je dis les garçons, comment vous trouvez la ville? On n'y a pas été. Je dis comment? Vous n'avez pas été. Vous partez de l'Igéza, vous revenez à Borgo, le village à côté, et vous n'avez jamais été en centre-ville. Non. Je dis pourquoi? Les résultats un petit peu, et puis bon, on est bien chez nous, on joue au jeu, tout ça. Je dis mais vous jouez pour une ville, pour une histoire, quoi que ce soit, vous connaissez l'histoire, oui, on s'est renseigné un peu, mais la ville, non. À la fin, quand les résultats ont été, donc on a commencé à les amener, on a loupé ça. Ah oui, t'as loupé ça. Et c'est là où je dis, mais comment tu peux dire, je fais ça, c'est qui te dit d'aller t'entraîner, de rentrer chez toi? Personne. Si tu as envie d'aller t'acheter des habits, manger au restaurant, personne va te tomber dessus pour te dire une réflexion. Il faut se bouger un peu. Mais ça, il faut savoir l'entendre. Si t'es pas bon sur le terrain, il faut savoir entendre que t'es pas bon. Par contre, quand tu vas manger, que tu as le sourire, que tout le monde te dit « bravo pour ce match », tu es content de l'entendre. Il faut savoir entendre les deux. C'est quand on lit l'équipe, quand on sait qu'on a 10, on sait quand on a 10. Mais quand on a 2, plus facilement. Voilà, c'est un peu comme ça. Voilà, et pour moi, ces choses-là font partie de... Moi, j'ai jamais, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours concilié ma vie de footballeur avec ma vie privée. Parce que pour moi, elle n'était pas dissociée et elle n'avait pas à être dissociée. Tu as dit tout à l'heure que tu faisais ça aussi pour d'autres personnes. Oui. Tu es arrivé pour vivre ce truc-là pour d'autres personnes. Oui, pour d'autres personnes, parce que
J'avais mon meilleur ami, qu'on surnommait Popeye, qui avait un frère et qui a perdu son frère dans un accident d'engin. Et pour moi, c'était la première personne que je voyais morte. Voilà. Et ça m'a perturbé, ça m'a choqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu la mort d'une autre façon. Et voilà, maintenant, il m'est arrivé des choses, perdre des gens, grand-mère, tout ça, dans ma main, des choses comme ça. Mais je relativise parce que je m'imagine de suite que le positif que j'ai vécu avec ces gens-là. Je pense pas le malheur ou quoi que ce soit. Je vais de suite dans le positif, dans ce que j'ai pu faire, ce que ma grand-mère m'a pu m'amener, ce que cette personne a pu m'amener, que ce soit mon parrain ou quoi. De suite, je vois que le positif, que le sourire. Je vois cette image, voilà. Pour moi, elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Même si j'ai vu la personne, elle n'existe plus dans ma tête. Si je veux la chercher, je la revois plus. Je la revois plus. C'est comme ça. Et j'ai toujours vécu comme ça. Très sensible. Hein. Je peux regarder un film sur le football, sur n'importe quoi. Une histoire d'amour. Ma femme, elle me charme toujours. Elle me dit, t'es toujours en train de pleurer. Je dis, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ces choses-là avec ma grand-mère, ma mère, ou des choses comme ça. Quand elle me dit, tiens, je regarde un film, à la fin, sur un match, il y a quelqu'un qui fait gagner. Elle dit, mais je dis, pourquoi ? Parce que je l'ai fait ressentir ça aux gens. Et donc, l'émotion, elle revient comme si c'était sur le moment, en fait. Je ne pleure pas pour ce que je vois à l'image, c'est pour ce que j'ai pensé ou ce que j'ai vécu, en fait. Voilà. Je suis un peu comme ça. Voilà. Je pleure pas mal. Mais c'est beau. C'est pas toujours le cas dans le foot. Tu vois, on a plus l'impression de voir des joueurs qui font très attention à leurs émotions. Et moi, je dirais toujours ce que je pense. Des fois, ça m'a... Ça t'a joué des tours. Bon, il y a des fois où tu t'es dit, celle-là j'aurais dû. Oui, mais ça a servi à d'autres personnes. Donc je me dis, d'un côté, même si je me suis fait punir moi, les autres, ça leur a servi, c'est bien. L'équipe de France. Oui. Purée, t'es champion avant et après la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Mais c'est beau, 2 titres de champion de France. Hein. Oui. J'ai commencé à aller en équipe de France une fois en espoir avec Auxerre. Un joueur de dernière minute se blesse et Giroud me dit, je jouais justement avec la réserve, il me dit, tiens, après, il faut que tu montes à Paris, tu pars en Israël, jouer avec l'équipe de France Espoir. Je dis, ah bon, ok, je dis, qu'est-ce qu'il faut que j'amène ? Il me dit, non, tu t'amènes juste ton sac et là-bas, ils vont tout te donner. Ok, et donc, anecdote, voyage dans l'avion, je m'aperçois à côté d'une dame, bonjour, tout ça, elle dit, ah, t'es d'Auxerre ? Je dis, oui. Je dis, comment elle sait que je suis d'Auxerre ou quoi que ce soit, qui arrive à côté Eric Cantona. Il dit à sa femme, mais toi là, je me mets à côté du jeune. Il savait sa voix comme ça. Je dis, oh putain, qu'est-ce qu'il y a ? Et il m'a raconté toutes les anecdotes de son époque, tout ça. Ah, il m'a fait rigoler pendant T'aurais aimé que le voyage il dure 10 heures. Ah oui, tout le trajet. Et après, je suis appelé quand on est champion avec Auxerre, par rapport toujours à des blessures, quand c'était soit Henri, soit Trezeguet, qui n'étaient pas là. Parce que ils avaient déjà un palmarès, des carrières un petit peu plus huppées que la mienne. Mais je me disais, si tu es remplaçant de 2 garçons comme ça, c'est que c'est déjà bien. Et sur les 7 sélections où j'ai été appelé, j'ai marqué 3 buts, donc dont dans des phases de qualification aussi. Donc c'était des buts importants. Et après là, c'est même pas un regret de pas avoir participé. On me dit toujours, ouais, mais t'as participé à ces matchs, mais t'as pas participé aux compétitions. J'ai dit non. En Coupe du Monde, c'est l'année où Stéphane marque à 22 buts ou comme ça, je crois. 21 buts en championnat, mais 30 buts, toutes compétitions confondues. Avec Auxerre. Voilà. Et non, c'était avec Rennes, pardon, excuse-moi. Et Giroud m'appelle. Et il me dit, je vais appeler Stéphane aussi, mais je t'appelle aussi à toi, Lilian. Il me dit, c'est soit toi, soit lui. Il me dit, qui te dit ça ? Giroud. Parce qu'Aimé Jacquet lui dit, je vais prendre soit Stéphane Guivarch ou Lilian Lasland en tant qu'avant-centre de l'équipe de France. Donc il m'appelle et je dis, ouais coach, mais bon, il me dit, et il me dit, moi je te dis juste, j'ai eu cette discussion-là et je veux que mes 2 anciens joueurs soient au courant de ce qui s'est dit. Je dis, merci de me l'avoir dit ou quoi que ce soit. Donc j'en parle à mes parents et je dis, on va voir quand ça va arriver. Donc voilà, mais la liste est arrivée, c'est Stéphane, mais
aucun jugement, j'ai même, à un moment donné, tout le monde me dit, ouais, mais à la place de Stéphane, on peut pas dire ça. Je dis, si Stéphane, sur le premier match, sur les 2 actions qu'il a, il en met une, son mondial, c'est plus le même, hein. C'est plus le même. Il est l'avancement de l'équipe de France. Il a marqué le premier but, quoi que ce soit. Sauf qu'à un moment donné, il a loupé ses 2 occasions. Il a été blessé juste après. Ça se trouve, il se blesse pas. S'il marque le but avant. Il joue quand même la finale de Coupe du Monde. Et il est là. Bien 2 énormes cases. Il est là en finale. Donc, à un moment donné, il a été champion du monde. Voilà. Il a été champion du monde. Et moi, il n'y a pas de regret là-dessus. À un moment donné, c'est un choix. Comme dans la vie, il y a des choix à faire. Voilà. Des fois, on en fait des bons, des fois moins bons. Mais Jacques, il a fait son choix. Et voilà, je l'ai recroisé. Il m'a dit, Giroud t'avait dit? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, un choix, il fallait que je fasse un choix. Je l'ai fait. Coach. On peut pas prendre 45 jours. C'est vous le coach. Hein. Maintenant, quand on a des choix à faire, je sais ce que c'est de faire un choix. Ouais. Voilà. Même si c'est pas moi le principal, on a été pendant 6 mois à faire des choix en tant que principal. Tu sais qu'à un moment donné, tu peux faire dérailler le vestiaire, tu peux faire. Quand tu es coach, à un moment donné, c'est plus la même chose. Et j'en ai jamais voulu ou quoi que ce soit. Moi, je me suis dit, j'ai eu l'honneur de porter, d'écouter la Marseillaise, de la chanter, de marquer un but sous le coq. Et je me suis dit, t'as touché à tout. Et voilà. C'est Coupe d'Europe, Champions League, équipe de France, à part Coupe du Monde et Euro. Mais bon, c'est peut-être ceux qui étaient vraiment meilleurs que moi qui le méritaient, tout simplement. C'est beau déjà. Ben oui, c'est sûr. Sur toute ta carrière, j'ai quelques petites questions assez basiques. Le joueur le plus fort contre qui tu t'es pu jouer? Plus fort. Contre qui Oui, contre qui, oui. Moi, c'était à mes débuts, quand j'étais allé au Auxerre. J'ai eu comme charnière Carlen Foster et Carlos Moser. À l'Olympique de Marseille. Donc, début des années 90, fin des années 80, début des années 90. 18 ans, 19 ans. Contre 2 monstres comme ça derrière. Le plus méchant, c'était Carlos Moser. Oui, Carlos Moser. Défenseur central brésilien, Benfica, et ça, gigantesque. Ce qu'il y a, c'est que c'est là, comme je le disais, c'est sur des moments comme ça que tu dis, ça y est, je suis dans un autre monde ou quoi que ce soit, parce que tu les as regardés jouer, ils ont gagné des matchs où tu étais devant la télé, et tu dis maintenant je suis allé. Et quand tu prends les contacts, tout ça, voilà. Après, ça m'est arrivé de marquer contre eux, justement, des buts dont je me suis dit, ils sont pas invincibles. Mais ils sont pas invincibles, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, t'as pas pris le ballon, t'as pas dribblé tout le monde, t'es pas arrivé devant, tu les as dribblés tous les... Non, c'est qu'à un moment donné, les joueurs qui étaient avec toi, ils ont joué dans ton sens qu'eux, ils savent pas les affinités qu'on peut avoir. Et c'est ces petits espaces-là qui m'ont permis de pouvoir marquer des buts contre des joueurs comme ça. Mais tout ça, tu gardes de la fierté en toi. Tu dis, j'ai réussi à faire ça. Et moi, c'est ces 2 joueurs-là, au départ, qui m'ont impressionné, parce que quand je suis arrivé sur le terrain, je les ai regardés comme ça. Comme quand j'ai regardé Marius Trésor dans les lunettes. Sinon, après, non, j'ai pas eu trop de... Déjà, entre défenseurs, attaquants, j'étais pas bagarreur non plus ou quoi que ce soit. Donc, vous savez, des fois, il y a des coups de coude qui sont partis, des choses comme ça. Mais bon, tu rends des fois des fautes que toi, quand t'es de dos, des fois, tu prends des coups. Voilà, c'est plus facile quand t'es derrière quelqu'un que devant. Mais après, non, j'ai pas eu d'autres joueurs qui m'ont... Autant j'ai eu des Ricardo, des choses comme ça. Après, tu as joué avec des joueurs et puis tu les as retrouvés en tant qu'adversaires. Mais j'en ai eu à l'entraînement des Enrique. À Auxerre. Taribo West. Je savais, Taribo West. Avec Taribo West. À l'entraînement. Ah là là. Ça, mais Taribo, excellent. Taribo, c'est un garçon quand il est arrivé. Giroud, il dit, on a recruté un garçon de 20 ans. Décrassage, il s'entraînait avec la réserve au départ. International nigérian. Et un monstre de muscles, mais impressionnant. Mais de suite après cet entraînement, il est monté avec nous comme c'était prévu. Mais nous, on venait de finir un match, on était sur un décrassage. Dans l'année de titre de champion, quand on fait le doublé, c'est un phénomène. Il nous a fait de ces trucs. C'est un garçon. Déjà, il dépensait toujours... C'était en euros, 6 euros par match. 6 euros par match. Il mettait 2 euros sur la ligne de but. 2 euros sur la ligne de but, 2 euros et 2 euros au centre. 6 euros par match. Il posait des pièces. Il plantait la pièce dans l'herbe. Il faisait ça.
Chaque match. C'est espèce de 10 francs à l'époque. Ouais, non, c'est, non, 96, c'était en France. C'était en France. Donc il mettait 2 francs. 2 francs. 2 francs. 2 francs. 2 francs. Ça faisait 6 francs. Voilà. Il mettait des francs. Des francs, ouais. 6, le chiffre 6. Mais il les posait Non, il les enfonçait. Ils enfonçaient avec le doigt dans la terre. Dans la terre. Le jardinier d'Auxerre, il avait vu ça. Il avait vu, donc à chaque fois, il me dit, ouais, mais quand je passe les machines, chaque fois, il savait où il les mettait, il les récupérait. Il les a jamais pris. Il les posait à la fin, il a ramené une boîte comme ça à Taribo, il a dit, ça c'est tes sous. Quoi, c'est mes sous? Ah, je pouvais pas par rapport à... Ah, mais ça nous a porté de bonheur. Hein. Il a dit au monsieur, gardez-les. Donc, le monsieur, il les a gardés. Et une anecdote avec Taribo, là. Il faut que je la raconte, ça. Il faut que je la raconte. Il n'avait pas le permis de conduire. Il est arrivé, il n'avait pas le permis de conduire. Mais Guéraud lui dit, t'as le permis? Oui, je l'ai, coach, là-bas, je l'ai. Ok. Il lui montre un papier. Il achète une Alfa Romeo 33. Et puis, il dit, Lilian, on habitait à le même lotissement. Il dit, Lilian, on va à l'aéroport, je me rappelle plus trop de la route, je peux te suivre. Bien sûr. Pleine journée, hop, il me suit, on arrive là-bas. Le soir, après le match, je me rappelle plus où on va, et on revient. Il me dit, Lilian, je peux te suivre pour repartir dans la nuit? Ouais. Ok, suis-moi. Je suis, et puis, appel de phare. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, je m'arrête et je dis, Taribo, qu'est-ce qu'il y a? Rien, Lilian, pourquoi? Il me dit, arrête de me faire des appels de phare. Il me dit, mais Lilian, si je fais pas ça, j'y vois pas. Il me dit, il savait pas qu'il fallait tourner le bouton pour la lumière des phares. J'ai dit, t'as pas ton permis? Il me dit, j'ai dit, non, Taribo, c'est pas vrai. Et il a eu de ces histoires avec Giroud. Hein. Il lui a enlevé la voiture. Hein. Il lui a fait prendre une petite voiture sans permis. Il est arrivé. Il est tellement costaud. Comme Mario Kart. Bowser, le méchant de Mario Kart. Il faisait la tête tous les matins. Je dis, Taribo, qu'est-ce qu'il y a? Les petits en scooter, ils m'ont doublé, ils m'ont encore tapé sur la voiture. Mais. Qu'est-ce qu'il était dur. Bon. Le premier match à la télé, tu te rappelles ce premier match? Giroud lui fait, lui, je veux pas le voir du match. Marquage individuel. Façon Basile Boli. Individuel. Il est sorti, il l'a suivi jusqu'à temps de sortir. Il l'a suivi, il a dit à l'autre, à toi maintenant. Il a suivi jusqu'à la ligne. Il a fait le changement, il l'a mené, il fait, t'as fait un bon match, hop. L'autre, il rentre, il fait, à toi maintenant. Il a suivi l'autre, pareil, tout le temps. Mais rugueux dans toute intervention. On s'est fâché des fois à l'entraînement. Lui, Enrique à Bordeaux, tout ça. Enrique à Bordeaux, on a failli venir aux mains, hein, tout ça. Mais bon, il y a Lilian, je dis, ouais, mais fais-le proprement, d'accord? Là, t'as pas un adversaire, t'as un coéquipier. Ouais, parce qu'il pouvait faire mal. Ah non, mais c'était son jeu, c'était comme ça. Mais tous ceux qui sont passés après, ils m'ont dit, Marouane, il m'a dit, et je pense sur l'interview, il le dit aussi. Il en parle, il dit Taribo West. Il dit avec Taribo, mais même avec Enrique à l'entraînement. Oui, qui se mettait des coups et que... Ça apprend, hein, ça apprend. Mais c'est vrai que... Mais bon, voilà, t'as des garçons comme ça, mais pas. Charnière centrale avec Laurent Blanc, l'année du doublé. Oui. Avec Franck Sylvestre, il y avait lui, Franck Sylvestre et Taribo qui venaient aussi. Voilà. T'as joué avec des durs. J'ai pas dit méchants, tu vois, j'ai dit des durs. Michel Pavon. Philippe Violo, qui n'était pas à Auxerre, j'ai joué à Auxerre. Oui, bien sûr, l'année. Tu parlais de Cyril Roll. Franck Giulietti, David Gemali. Cobos. Oui, José Cobos, François Bardonado. À Saint-Etienne, à Nice, pardon, vous aviez une équipe. Il y avait Flo Balmont, Cédric Varro. Mais Cyril Roll, par contre, pour moi, il n'a pas fait la carrière qu'il devait faire. Parce que Cyril, techniquement, c'était un monstre. Pied gauche, latéral gauche, un top joueur. Après, sur le terrain, dans la vie de tous les jours, dans la vie, c'était une patte. Hein. Une patte, c'était. Sur le terrain, par contre, là, c'était, il jouait pour gagner. Il jouait pour gagner, là, c'est que ça soit n'importe qui en face. C'était, quand tu venais de jouer là, que tu avais Giulietti, Roll, Moravchik, t'avais. Moravchik, quand tu venais à Bastia, là, c'était tous les jeunes. Quand tu arrivais avec les jeunes dans l'équipe, ils disaient, ça doit être chaud ici un peu. Vous allez voir. Hein. Donc, tu essayais de les rassurer. Mais. Bon, on est venu gagner des fois ici, mais comme je dis, maintenant il ne faut pas faire attention à ce qui se passe autour. Mais ça, c'est que l'expérience qui te fait, à un moment donné, occulter ce qui se passe à côté. Hein. Et dans les plus forts, avec qui tu as joué, tu parlais tout à l'heure, Enzo Schifo, tous les joueurs J'ai eu la chance de jouer avec Zizou. Avec Zizou en équipe de France. Il en fait partie. Ouais. Mais bon, j'ai pas assez côtoyé de matchs avec lui pour... Moi, pour moi, mais oui, il
Il y a Corentin qui, à Auxerre, m'avait marqué aussi. Mais après, c'est des garçons comme Ali et Jomikou. C'est De numéro 10. de numéro 10. Ça, ouais. En plus, ils se pilaient pas sur les pattes ou quoi que ce soit. Ces garçons-là, ils avaient le compas dans l'œil sur chaque geste qu'ils pouvaient faire, mais que ça soit l'entraînement ou quoi. Ali Benarbia, je l'ai croisé à Sunderland sur un entraînement. Il est à Manchester City. Oui, mais il est passé à Sunderland. Non, il est passé d'abord à Sunderland. Et après, il va à City. Et il va signer à City. Mais quand il est venu sur un entraînement, les autres, ils ont dit, on a gagné tous les petits jeux. Ils ont dit, mais vous avez joué déjà ensemble? Oui, on a joué ensemble. Mais ils se sont dit, mais ce connexion, c'est pas possible. Et j'ai dit, Ali, s'il te plaît, signe ici. Il dit, je crois que je vais signer en bleu. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris, il va. Voilà, mais bon, juste des petits détails comme ça. Quand tu as des affinités comme ça avec des garçons, c'est les yeux fermés qui te trouvent. Et pour moi, c'est ces deux garçons-là que je pense que si un jour tu as Sylvain comme ça en interview, il te dira que ces garçons-là, c'était magique. Après, il y en a d'autres que je dois oublier, des bons joueurs ou quoi, mais qui m'ont aidé et qui m'ont fait gagner des choses, c'est des garçons comme ça. Et de toute façon, tu retires toujours, je pense, plus de joueurs qui t'ont marqué dans des moments où tu as quelque chose qui t'a marqué, je pense. Après, parce que j'en ai joué, des Laurent Batles, que ce soit à Bastia, j'ai joué avec lui, avec Laurent. Ici, on avait on a fait une Sosie épopée de Zizou, ici. on est d'accord. Oui, la façon de courir, la tête, la coupe de cheveux ou pas coupe de cheveux, c'est les deux mêmes. Dans la technique, tout ça, c'est... Non. Mais je peux dire que j'ai joué avec des Jorkaet et tout ça. Mais pour moi, je ne les ai pas assez côtoyés. Pour Dugarry ? Oui, avec Christophe. Oui, en club, avec Christophe à Bordeaux. Ouais. Et en équipe de France aussi. Voilà, c'est... Non, et puis bon, l'épopée quand moi j'étais à Auxerre et qu'ils ont gagné le Milan, j'étais devant ma télé, j'étais le premier supporter de Bordeaux. C'était plein de souvenirs, mais voilà, des fois je relis, des fois des supporters vous font des livres, des bouquins avec des photos. Ils font signer des panini alors. Des panini, des photos, des choses comme ça. Ça c'est voir des enfants pleurer quand tu lui signes un autographe. Aujourd'hui, quand j'entends les gens, il faut pré-signer les posters ou quoi que ce soit. Mais ça fait partie de ton métier, même si tu passes 20 minutes. Alors des fois, c'est vrai, tu peux avoir un rendez-vous chez le dentiste, il ne faut pas le louper, il faut y aller ou quoi que ce soit. Mais fais pas style que tu es au portable ou quoi que ce soit pour pas aller signer un truc. Ça, non. Pour moi, c'est pas... C'est là où il manque cette approche ou quoi que ce soit des gens. Et peut-être que les supporters, ils changent, peut-être par rapport à ça aussi. Je ne me suis pas posé la question. Parce que pour toi, c'est possible de garder ou de retrouver ça? Oui, moi, je pense que c'est possible. Mais il faut à un moment donné que, comme je dis des fois ici au président, je dis, et aux Corses qui sont dans l'équipe, nous, quand on arrivait ici, il y avait une ligne de conduite. Tu t'y accrochais ou tu t'y accrochais pas. Si tu t'y accrochais pas, tu n'avais rien à faire ici. Alors aujourd'hui, elle est où cette ligne de conduite? C'est un peu à cause de vous si elle n'y est pas. Vous êtes d'ici, à un moment donné, montrez les valeurs. Qu'est-ce que c'est le club? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas besoin d'être une star ici. Tu as besoin de te battre et de jouer en équipe pour que le peuple soit fier de toi. À la fin du match, des fois, tu perds un match, ils vont t'applaudir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu te battre et t'es tombé contre meilleur. Mais si tu mets pas tous les ingrédients que Bastia est, à un moment donné, c'est normal que tu te fasses tomber dessus. Sinon, il ne faut pas venir jouer ici. Et au président, je lui dis, c'est pareil. Il y avait des cadres avant. D'accord, ces cadres-là, pourquoi on les a bougés? Pourquoi? C'est là, pour moi, il faut remettre toutes ces choses-là en avant. Et bien sûr, avec le football d'aujourd'hui, les nouvelles, que ce soit les GPS, que ce soit la vidéo, les drones, les performances, toutes ces choses-là, il faut Mais le cadre d'un club, je ne veux pas parler de Bordeaux aujourd'hui, moi, mon club de Bordeaux, je ne le reconnais plus. Je ne le reconnais plus. Pour moi, c'est plus mon club. Même si je les suis sur les réseaux grâce aux supporters, je suis les supporters. Là, je revis parce que je me dis, je suis dans le stade. Mais j'ai pas envie de savoir ce qui se passe à côté. Alors qu'avant, c'était un plaisir d'arriver. On a joué 10 ans sur le régime Lopez, que ce soit Pedro, que ce soit plusieurs joueurs. Si t'es pas sur la liste de l'entrée du Haillan, t'as pas le droit de rentrer. Est-ce que tu crois que ça, c'est normal? Avec ce qu'on a fait pour le club, quand le gens de la personne de la sécurité qu'on connaît, qui a travaillé avec nous, qui nous dit
désolé, je peux perdre mon travail, peut-être si je te laisse rentrer ou quoi. Un jour, j'ai dit ça à Pedro. Il a mené son petit qui avait un problème là, il l'a mené toujours à Saint-Médard. Et il venait, il a dit, tiens, je vais te montrer ce que c'est. Il arrive, et en pensant ce que je lui avais dit. Je lui dis, c'est pas possible. Il arrive, il fait, Pedro, il dit, ne me dis pas que Lilian, ce qu'il m'a dit, c'est vrai. Ici, si tu veux, bon, allez, je te laisse passer avec la voiture, fais juste le tour du château, mais surtout, t'arrêtes pas et reviens. S'il te plaît, pour moi, fais ça. Ça, c'est pas normal. Parce que nous, on a quand même l'intelligence, on a été professionnels. Tu vas pas arriver dans le vestiaire pendant que le coach est en train de parler, pendant qu'il fait sa causerie. Tu vas arriver pour aller voir le kiné, le docteur peut-être. S'il y a 2 joueurs qui sont blessés, bien sûr, tu vas les voir. Tu vas peut-être croiser le président, mais tu vas pas gêner la séance qu'il y a sur le terrain. Et peut-être qu'à la fin de la séance, le coach sera content que tu ailles dans le vestiaire pour saluer les joueurs. Peut-être, voilà. Moi, je trouverais ça beau que me dire... Lasland, Paoletta, mais plein d'autres joueurs. C'est canon, on finit la séance et puis on vient, je te remets un petit maillot, on fait la photo, il est revenu voir les joueurs d'aujourd'hui et tout. Ça se fait, hein. Je l'ai vu faire ici à Bastia ou quoi ça, donc ça se fait. Mais pas à Bordeaux. Mais quand j'ai vu ça à Bordeaux, quand on a fait les 120 ans après le match de Nantes, que l'équipe 2009 et 99 ont joué, où le public est resté, donc ça montre c'est que ça avait touché beaucoup de gens. Et beaucoup de gens ont dit... On est venu pour ce match. Vous avez joué à Chaban en plus? Oui, non, on a joué au Matmut. On avait joué au Matmut. Mais quand vous voyez que le président et son bras droit ne viennent pas saluer les joueurs dans le vestiaire, les anciens joueurs qui ont fait l'histoire de ce club ou quoi que ce soit, même pas dire bonjour. Moi, j'ai dit à une radio à un moment donné, je crois que c'était à RMC, je dis, mais on n'a pas vu le président. Il a répondu sur je sais pas quoi, il avait qu'à tourner la tête, j'étais sur le banc. Je dis non, désolé, moi là, j'ai été éduqué. Et quand, à un moment donné, dans mon éducation, quand on fait partie, surtout, et quand on est à ce poste-là d'un club comme les Girondins de Bordeaux, on doit vous descendre, venir dire bonjour à tout le monde, et on l'aurait apprécié aussi, parce que là, on s'est dit, en fait, on est invité par qui? C'est qui nous a invités pour faire ce match? C'est Sylvie, celle qui a toujours été avec nous ou quoi que ce soit, qui a voulu se faire un kiff ou quoi que ce soit, ou c'est le président qui a validé parce qu'il a vu que ça menait de l'ampleur, qu'il y avait des spectateurs qui venaient en plus ou quoi? Non. Et c'est là où, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, ces gens-là, à un moment donné, ils n'ont pas pris conscience du club qu'ils avaient entre les mains. Mais ils ont réussi à faire des choses, voilà. Endormir des supporters peut-être un peu, pour les avoir dans leur poche. Mais voilà, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Bagarre entre 2 copes. Il n'y a jamais eu ça à Bordeaux. Jamais. Il peut y avoir 2 copes, comme dans beaucoup de stades, mais en communauté. Et ça, c'est là où, pour moi, j'espère que tout ce qu'ils font maintenant ne va pas tomber à l'eau. Au niveau sportif, je parlais, ne va pas tomber à l'eau par rapport à une sanction qu'il pourrait avoir. Parce qu'avec ce qu'on entend, à un moment donné, le club, il aurait dû partir en bas, disparaître, et remonter petit à petit, avec des gens peut-être, moi je dis peut-être un peu plus sains ou quoi que ce soit. Voilà. C'est mon avis, j'ai jamais voulu trop m'exprimer là-dessus, mais c'est... Ça vient du cœur en tout cas. Oui, ça vient du cœur parce que c'est... C'est l'ancien joueur et le supporter gamin qui... J'ai l'impression que peut-être on peut mentir encore à des gens, à des supporters qui s'accrochent, qui sont là, 12 000 avec un cop comme ça ou quoi que ce soit à chaque match. En National 2. En National 2. Et donc les joueurs, c'est un kiff pour eux de jouer devant ça. Mais si à un moment donné, t'arrives à moi et te dis, non, mais par rapport à ça, maintenant, ça s'arrête. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as essayé de reconstruire, quoi que ce soit, ça retombe encore à zéro. Non. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui est pas normal. Maintenant, j'espère qu'il fera ce qu'il a dit, qu'il remettra le club là où il l'a trouvé. S'il le fait, tant mieux. Mais c'est que des gens, dans ce cas-là, ont des passes droits et d'autres non. Dernière chose. De quoi tu es le plus fier dans ta carrière de footballeur ? Moi, c'est le fait d'avoir partagé tous ces moments avec tous ces joueurs, plein d'amis encore, plein de personnes de staff, que ce soit kiné, que ce soit des personnes de bureau. Moi, la chose qui m'a manqué quand j'ai arrêté, c'est tous les jours se retrouver avec tes amis. Pardon. Et juste avant le match, le rond quand on parle du match, ou qu'on raconte des fois des conneries. Parce que des fois, on ne parle pas du match. C'est vrai, quand vous vous rédites, quelle escroquerie, parce que nous, on se dit tous, purée, ils sont... Des fois, on ne parle pas de match. Ça nous est arrivé à Nice, avec un jeune. On le voyait stressé, il dit, t'as vu la blonde là-bas? Il parle de filles alors qu'on parle de...
Oui, c'est pour te déstresser, on lui dit comme ça. À quelques instants du match, là, vous faites le protocole. Nous, on croit toujours. Oui, c'est le moment. On est vraiment des escrocs. Non, mais aussi. Des fois, c'est comme ça. À dire, ils sont en train de se réunir. On avait fallait détendre un jeune. Voilà, détendre un jeune, ou des fois, mais on n'avait pas besoin de plus. On faisait ça parce que c'était, on va dire, un rituel. Mais quand on arrivait, on se disait, quelqu'un dire quelque chose. Allez, bon match, on y va. C'était comme ça. Et c'est vrai, des fois, voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, Lilian. Mais de rien. Merci de t'être livré, d'avoir échangé. Ouais. On parle beaucoup des émotions, la preuve sur la fin. Et de se dire encore une fois que, je crois que ce qui reste, au-delà du palmarès, des buts que tu as marqués, des stats, c'est tout ce que les gens comme moi, on a pu kiffer du foot. Ouais. Je suis d'une génération qui a grandi avec des joueurs comme toi, avec les épopées à Auxerre, les épopées à Bordeaux. Vous l'avez vécu comme nous, mais d'une autre façon, en fait. On l'a vécu derrière, mais voilà. Tu vois, je me rappelle de tous ces joueurs. C'est grâce à vous qu'on joue et on prend plaisir aussi. Merci beaucoup, merci pour les émotions, le kiff. Ouais. J'espère que vous êtes régalés autant que moi, franchement, dans cet épisode de Campo. C'est pour ça qu'on échange, c'est exactement pour ça qu'on a développé ce concept-là d'échange. C'est très bien. Et on va faire un petit truc sympa. Alors, je vais récupérer quelque chose qui va peut-être te parler. Ah non, mais attends. Alors celui-là, à fin des années 90, je vais te demander de le faire signer. Oui. Et puis on va le faire gagner, nous, sur nos réseaux. Abonnez-vous à Campo. Dites-nous quelle émotion, quel souvenir vous gardez de Lilian, de la JOCR, des Girondins de Bordeaux. C'est toujours très fort. J'ai l'impression d'avoir des encyclopédies. Je suis sûr qu'un mec va parler de Rabarivoni, une action, un sang, tu vois, tout. Et je souhaite à tous les jeunes aujourd'hui, quand ils regardent le foot, de le regarder comme moi j'ai pu le regarder quand je t'ai regardé jouer. Merci encore, Lilian. Je vais te demander de signer et je vous dis à très vite sur Campo.